On vous souhaite la bienvenue à ericlato.com. Dans quelques instants, on vous parle du lancement d'une web-série. C'est de l'histoire ancienne pour la mise en valeur du patrimoine et de la culture locale. Mais d'abord, parlons d'éducation. Contrairement aux écoles primaires et secondaires qui ont cessé leurs opérations, les impacts de la COVID pour le Cégep Saint-Jean, c'est tout autre parce que le Cégep n'a jamais vraiment arrêté de fonctionner. Vous savez, la grande question de l'heure, c'est le fameux déconfinement graduel, la réouverture de certaines entreprises, certains vecteurs de l'économie, bien sûr, et aussi de l'éducation. Le gouvernement annonçait donc la réouverture des écoles primaires à différentes dates selon les régions au Québec. Pas de secondaire, semble-t-il, avant le 1er septembre. Qu'en est-il du collégial et des universités? Il semble que ce soit probablement dans une autre phase d'annonce. Mais bref, faisons un peu le tour et l'état de la situation avec, entre autres, ici, le Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu et sa directrice générale, Nathalie Beaudoin. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Expliquez-nous tout d'abord un peu dans les premières heures, dans les premiers jours de cette pandémie, comment ça s'est passé au Cégep Saint-Jean à partir du moment où on a décidé, bien sûr, de mettre un frein aux cours qui étaient en opération à ce moment-là? Écoutez, à Saint-Jean, on a une situation quand même assez particulière, c'est-à-dire qu'on attendait plus de 300 stagiaires français fin mars et avril. Donc, nous, on a suivi de près cette situation-là, je vous dirais, au début mars. Ça a commencé un peu plus tôt à Saint-Jean. Donc, on a beaucoup d'ententes avec les IUT au niveau de la France et on recevait des informations de jour en jour, d'heure en heure. Et en France, on nous disait qu'on annulait les stages qui étaient prévus pour nos stagiaires français. Donc, moi, rapidement, quand j'ai vu la situation évoluer, on a formé un comité de veille sur la COVID avec toutes les équipes de travail au niveau des gestionnaires pour suivre ça de près. Et quand c'est arrivé le 12 mars, où on a eu une première communication avec le ministère de l'Enseignement supérieur qui nous disait, à partir du vendredi 13, si vous avez un cas de COVID, vous fermez le collège. Mais à Saint-Jean, ce qui était particulier, c'est que le 12 mars, nous, on était en collaboration avec la Ville. La Ville a décidé d'annuler ses activités aquatiques. Donc, le collège participe activement dans toute cette organisation-là. Donc, le 12, c'était l'annulation des activités aquatiques. On recevait le 12 en soirée la décision de la commission scolaire qui fermait le 13 mars et aussi Marcelin Champagnat. Donc, le 12 mars en soirée déjà, avec cette directive-là, moi, j'ai communiqué directement avec le ministère pour fermer le collège le 13 mars. Parce que au niveau de la cohérence, au niveau de notre ville, on n'avait pas de COVID encore. On n'a pas eu, à ma connaissance, mais j'ai décidé de fermer le collège le 13 mars pour continuer à assurer la veille. Et c'est le 13 mars que le gouvernement a décidé de fermer les cégeps. Et donc, nous, on était déjà en place et on a pu mettre en place les opérations pour commencer à réfléchir sur la formation à distance. Bon. Donc, les stagiaires français, finalement, ne sont jamais venus? Il y en a quelques-uns qui étaient arrivés en janvier, mais je vous dirais la majorité, effectivement, ne sont pas venus. Bon. Dans les jours qui ont suivi le 12-13 mars, est-ce que les élèves ont quand même eu l'occasion d'aller récupérer des effets personnels? Est-ce qu'il y a eu un protocole d'instaurer là-dessus? Tout à fait. Donc, notre comité opérationnel de COVID, c'est les ressources matérielles, la direction des études, notre conseillère en santé et sécurité au travail et aux études. On a planifié les étapes, mais on a eu beaucoup quand même de communications qui provenaient du ministère, qui disaient oui, la récupération est possible. À un moment donné, on a eu une autre directive où le ministère disait que c'était pas possible. Donc, on a quand même pu faire les opérations pour que les étudiants, quand c'était permis, quand la directive le permettait, que les étudiants sont venus chercher leurs effets. Bon, au moment où on a fermé le collège, il n'y avait pas d'étudiants, d'enseignants ou d'employés du cégep qui avaient contracté la COVID ou qui étaient revenus de voyage. Bref, il n'y avait aucun cas à ce moment-là, à la mi-mars. Les seules personnes qui provenaient de l'étranger, donc de l'international, ont été mis en quarantaine. On a toujours respecté, on respecte toujours les directives du gouvernement et de la santé publique. Donc,
le 12 mars, on a un coordonnateur aux relations internationales. Ouais. Je l'ai fait revenir immédiatement au pays et les gens ont été en quarantaine en suivant les directives. Bon. On l'a vu dans les dernières semaines, il y a même eu au niveau du primaire, secondaire, primaire plus, là, des enseignantes, entre autres une enseignante qui était sur YouTube et qui donnait un peu des cours. Le ministère a mis en place aussi des capsules via Télé-Québec. Par contre, au niveau des cégeps et des universités, il y a quand même eu certaines tentatives de continuer les opérations avec des systèmes de vidéo à distance. Donc, comment ça s'est passé dans les dernières semaines? Bien, le vendredi 13, quand on a eu cette directive-là du gouvernement de la fermeture, après ça, on a eu une directive du ministère nous disant que les cours allaient se poursuivre à distance. Je vous dirais qu'il y a eu toute une opération au Cégep Saint-Jean. Nous avons été dans les 30 de Cégep au Québec à commencer à offrir la formation à distance dès le 30 mars, ce qui était suggéré par le ministère. Et nous, on n'était pas rendus là encore au niveau de la formation à distance. Je dois dire que toutes les équipes de travail au niveau de la direction des études avec les enseignants se sont mobilisées avec les professionnels en technologie de l'information pour offrir les cours à distance et ça s'est fait rondement avec beaucoup d'adaptation, beaucoup de proactivité. Donc, le 30 mars, les cours à distance ont commencé à Saint-Jean dans tous les programmes d'études. Dans tous les programmes d'études? Nous offrons de la formation à distance à l'heure actuelle dans tous les programmes d'études. Est-ce qu'il y a autant de cours qu'en temps normal? Est-ce que c'est plus condensé? Est-ce que c'est la même durée? Bref, c'est quoi en quoi la dynamique? On comprend qu'on est à distance et qu'on est assis devant un écran. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a des choses quand même qui ont changé dans la façon de faire au niveau de l'enseignement de ces programmes? Il est évident que le ministère de l'Enseignement supérieur a assoupli certaines normes reliées au régime des études collégiales. On appelle ça le REC dans notre jargon. Donc, le REC a été assoupli, a été modifié pour permettre cette possibilité-là. Donc, effectivement, nous avons dû revoir le calendrier scolaire et donc, certaines obligations ont été assouplies. Donc, ça nous a permis de réorganiser les choses. Donc, à la mi-mars, on donnait de la formation à distance et tous nos enseignants, dans notre projet nomade qu'on appelle, les enseignants ont des portables. Ouais. Donc, ça a été vraiment une clé du succès. Le service de l'informatique a également outillé pour les systèmes, Teams, Zoom, etc. Donc, toute l'équipe de la direction des études a outillé, a formé les enseignants. Il y a eu énormément de rencontres avec les départements, avec les programmes d'études. Donc, les enseignants ont été outillés pour assurer la formation à distance, mais je vous dirais aussi qu'il y a des moyens alternatifs également au niveau de la pédagogie. Donc, des travaux qui sont faits à distance, bien entendu. Mais est-ce que ça veut dire que les cours, si on se fie au calendrier régulier, est-ce qu'il y a autant de cours dans la semaine? Est-ce que les cours ont la même durée qu'ils auraient lieu physiquement au cégep? Ou est-ce que ça change un peu? Non, c'est sur 12 semaines, mais on était quand même assez avancé au niveau de la session et le calendrier scolaire a été modifié et les cours vont se terminer le 22 mai. Sauf qu'il y a des étudiants déjà qui avaient commencé plus tôt. Je pense aux étudiants en soins infirmiers qui ont presque terminé leur session. Il y a toute l'acquisition des compétences également dans les expériences de travail parce qu'on a beaucoup d'étudiants qui travaillent déjà dans le réseau de la santé, les enseignants également. Donc, il y a des reconnaissances de compétences. Mais les plans de cours sont quand même suivis et c'est assoupli. Ça veut dire qu'au niveau académique, au niveau collégial, cette crise de la COVID aura eu, disons, pas tant d'impact négatif que ça, là? Écoutez, c'est sûr qu'il va falloir, on suit ça de près au niveau de la direction des études pour s'assurer que les compétences sont acquises. C'est dans le temps qu'on va le voir, qu'on va être à même de bien évaluer les choses. Il est peut-être un petit peu trop tôt pour vraiment conclure là-dessus, mais je peux vous dire que les professeurs travaillent avec acharnement et avec beaucoup de persévérance pour vraiment que les étudiants aient
les compétences attendues. C'est sûr que de capter l'attention de quelqu'un qui a 18, 20, 25 ans, et même vous avez des étudiants même plus âgés, c'est un peu différent du primaire et du secondaire. C'est-à-dire que quand on est au cégep, puis là, on ne veut pas manquer sa session, ça va avoir un impact dans sa vie. Tout le monde possède aujourd'hui un téléphone intelligent, une tablette ou un ordinateur portable avec une connexion. Bref, fait que c'est quand même capable on est quand même capable de capter l'attention des gens pour avoir une continuité des cours. Tout à fait. Donc, c'est sûr que les conditions ne sont pas idéales, Ouais, on c'est sûr. s'entend, mais en même temps, je vous dirais qu'on a été agréablement surpris par toute cette innovation-là et cette capacité d'adaptation parce que c'est les enseignants, c'est les étudiants, Ouais. mais c'est l'ensemble du personnel du Mais- collège qui a Ouais. dû télétravailler très rapidement. Oui. Mais dans le fond, si on fait une drôle de comparaison, mais quand même, je l'amène. Dans le fond, je comprends qu'on fait on est à distance, mais à la limite, la pandémie va avoir eu moins d'impact sur le calendrier scolaire qu'à l'époque de la grosse grève du printemps érable. Dans le fond, le calendrier est moins bousculé, à la limite. Là. Bien, c'est ça qui est quand même assez particulier. Vous avez tout à fait raison dans la gestion de crise. C'est que là, on a beaucoup d'incertitudes. On ne sait pas quand ça va finir. Et quand je vais reprendre un peu une expression, on construit l'avion pendant qu'il vole. Ouais. Mais moi, je vous dirais qu'on a eu beaucoup de plans de vol rapidement dans la proactivité au niveau du cégep. Et là, maintenant, ça va être de prévoir le déconfinement et tout ça, donc selon les directives du ministère. Mais déjà, l'équipe de la direction des études planche là-dessus, sur les différents plans. Là. Et qu'est-ce qui va rester de ça? Parce que là, dans le fond, le télétravail ou l'enseignement à distance a fait un bond de géant en l'espace de quelques semaines, mais il va rester quelque chose de ça plus tard. Bien, je crois bien que oui, parce que toutes les équipes ont été vraiment à pied d'œuvre pour permettre le télétravail. Là, on fait des rencontres avec les instances. On a une excellente collaboration de toutes les instances syndicales. C'est vitesse grand V, là. C'était dans notre plan stratégique. Hein? On est dans l'année 1 de notre plan stratégique, l'intégration des technologies de l'information avec une nouvelle direction des TI, des communications. Là, on a plongé dans ce changement-là en peu de temps. Et je vous dirais que c'est pas toujours facile. C'est pas une gestion travailler en équipe et très mobilisée. Donc, c'est certain qu'on va pouvoir constater cette intégration-là dans nos pratiques. Bon. Bien, Nathalie Beaudoin, merci beaucoup. L'image a gelé quelques instants, mais on vous a quand même entendu pour la fin de cette entrevue. Donc, intéressant de voir donc, que les choses se passent rondement du côté du Collège de Saint-Jean, du Cégep, et que les élèves n'ont pas trop d'impact jusqu'ici. Il y a aussi la fameuse cote R là, qui est comme suspendue, je pense. Tout à fait. Pour l'hiver 2020, le ministère, parce que nous, on a des rencontres tous les matins, les directeurs généraux avec la fédération, qui fait le suivi aussi auprès du ministère. Et le ministère a pris la décision et nous a dit ça va être suspendu pour l'hiver 2020. Et c'est très bien ainsi pour essayer d'avoir le moins d'impact négatif possible sur les étudiants et sur leur parcours à venir dans les universités, sur le marché du travail, etc. Donc, on essaie vraiment de trouver des solutions les plus innovantes possibles pour réaliser notre mission. Nathalie Beaudoin, merci beaucoup. Merci à vous. Restez avec nous. Au retour, on vous parle du lancement d'une web-série qui s'appelle « C'est de l'histoire ancienne ». Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge.
dimanche 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Bon, vous le savez, depuis quelques semaines déjà, la COVID prend beaucoup d'espace dans nos vies, dans nos médias, mais la vie continue. Il faut également se divertir autrement. Et là, c'est intéressant parce que c'est un projet sur lequel on est tombé il y a quelques jours, le lancement d'une web-série qui s'appelle « C'est de l'histoire ancienne ». On met en valeur un peu le patrimoine et la culture locale. Nos deux invités, je vous les présente à l'instant. D'abord, Françoise Dancause, qui est productrice, et Thomas Hodgson, qui est artiste lui-même. Bonsoir, bienvenue. Merci Eric. Bonsoir. Expliquez-nous un peu dans quelle nature ça a commencé, ce projet-là, parce qu'on n'a pas commencé ça il y a 2-3 semaines. Là. Non. En fait, ça fait vraiment plusieurs mois, on peut parler d'années qu'on travaille sur le projet avec des partenaires. C'est Tourisme au Richelieu qui nous a approchés pour essayer de monter un projet qui s'est transformé en série. Au début, on ne savait pas trop si c'était pour le web, pour la télévision et tout ça. Le but, c'était de mettre en valeur le patrimoine culturel et historique de la région. Puis, ça fait justement quelques mois parce que l'été dernier, on était déjà supposé commencer à tourner quelques épisodes. Puis, finalement, les tournages de l'été dernier se sont mis à l'agenda plutôt de 2020. Ouais. Puis, là, avec la crise qu'on vit actuellement, on n'était pas certain de pouvoir tourner cet été, finalement, nos épisodes. Puis, là, avec le confinement, on a décidé de changer un peu la formule. C'est supposé être des longs épisodes d'une vingtaine de minutes sur une seule thématique qu'on décortiquait. Puis, là, on a repris le moule, on a mélangé un peu tout ça, puis on a fait une série web pour, en fait, divertir aussi en temps de crise. On trouvait que c'était tout à fait pertinent de sortir de ces capsules-là de façon à chaque semaine. Voilà. Bon. Ce qui fait, dans le fond, que vous avez procédé à un premier tournage, quoi? Vous l'avez fait un peu plus récemment? Oui, dans la formule qu'on a dévoilée, on a commencé... il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines. Mais on avait... En fait, c'est parce qu'on a fait des recherches préparatoires depuis 1 an. Là, Marjolaine Quintal, qui travaille avec nous, fait des recherches sur le Haut-Richelieu, sur tout le patrimoine et l'histoire du Richelieu. Fait qu'on a une grosse brique de contenu que l'on divise en épisodes. Bon, là, les épisodes durent combien de temps et vous voulez faire combien d'épisodes? Grande question. La durée est variable. En fait, c'est sûr qu'on vise une espèce de 3 minutes, là, mettons. 3-4 minutes. 3-4 minutes. Ouais. Okay. Mais on se laisse quand même la liberté de faire plus court ou plus long selon le sujet. L'important, c'est vraiment d'y aller. On veut quelque chose qui frappe fort, qui est efficace, puis qui informe bien. Fait que s'il faut dépasser un petit peu pour que l'information passe bien sur certains sujets plus sensibles ou plus complexes, bien, on le fera. Et sur le nombre d'épisodes? Oui, bien, en fait, on fait une première batch de 16 épisodes. Okay. Donc, on en a d'autres de prévus aussi. Fait que probablement qu'il va en avoir 16 autres aussi qui suivent. Mais pour le temps du confinement, en tout cas, on prévoit 16 épisodes, 16 premiers. Bon, parlons contenu maintenant. Donc, que contient, disons, la première série là, de 16 épisodes, ou à tout le moins là, les premiers que nous, là, on va voir ces jours-ci? Bien, en fait, ça se divise en 8 grandes thématiques. Parce qu'au départ, on faisait 8 sujets sur 8 émissions différentes. Fait que là, on a divisé nos 8 grandes thématiques en 2 sujets chacun. Fait qu'on, d'où le 16 épisodes au total. Puis, est-ce que tu aimerais que je les nomme? Oui, on peut les nommer. Puis peut-être Thomas pourrait nous expliquer un peu ce qu'on retrouve dans l'épisode numéro 1. Oui, bien justement, c'est le premier thème qu'on a sur la liste, c'est le commerce. Donc, on aborde dans cet épisode-là la naissance, si on veut, du commerce sur le territoire à grande échelle, avec la construction du premier chemin de fer canadien qui reliait Saint-Jean à la Prairie, donc éventuellement Montréal aux États-Unis. Donc, Saint-Jean était devenu une plaque tournante là, du commerce tout d'abord avec le chemin de fer et ensuite avec le canal qui sera complété, qui a été commencé avant le chemin de fer, mais fini après. Donc, on s'attarde à ce sujet-là. Donc, ça, c'est capsule 1 de commerce. On retrouvera le commerce plus tard lorsqu'on aura passé par d'autres thématiques. Comme cette semaine, jeudi, avec la nouvelle... jeudi...
cette semaine. Exact. Là, je suis rendu, je ne sais même pas on est quelle date. En tout cas, on va lancer le deuxième épisode. Puis là, ben, c'est la thématique ouais, on vient de la tourner, mais là, je suis en train d'apprendre les textes des autres. Là, fait que là, je suis tout mélangé. Ça va être les Acadiens. Les Acadiens, voilà. La petite Cadie. Bon. Donc... Et de quelle façon est-ce qu'on tourne, est-ce qu'on monte les choix de contenu, les choix de visuels, la musique? Bref, parlez-nous un peu de ce volet-là, de la création du clip en question. Bien, au départ, quand je te disais que les tournages étaient supposés cet été, on avait toute une équipe de réalisateurs. On avait un réalisateur, un preneur de son, deux caméramans, quelqu'un qui faisait le montage et tout ça. Fait que là, en temps de crise et tout ça, bien, on est deux. Puis on est trois parce qu'on a notre assistant, notre fils, Elliot, qui vient faire les tournages avec nous à tous les épisodes, qui nous suit avec sa propre caméra. Et fait que là, ben, on était équipés, nous, à la maison. On avait déjà une bonne caméra. On a acheté une deuxième caméra avec leur photo tout dernièrement, avec un micro cravate, puis on se débrouille. Fait que c'est les musiques que vous entendez, c'est les musiques de Thomas qui avait déjà enregistrées, puis qu'on savait qu'on allait prendre pour certains épisodes. Puis sinon, ben, c'est moi qui fais le montage en arrière de mon ordi, puis on s'amuse. Caméraman, monteur, réalisateur, preneur de son, bref. Tout en même temps, on est deux. C'est un genre de course destination au monde, mais dans le Haut-Richelieu, mettons. Puis, dans le fond, c'était quoi l'objectif au départ, c'est-à-dire dans le rendu? Parce que parfois, on peut avoir un style un peu plus documentaire. Des fois, on est plus dans le divertissement, dans le ludique. Bref, quel genre de facture audiovisuelle vous désiriez un peu laisser avec la production de la web-série? Je pense que depuis le début, le mot-clé, c'est vraiment le ludisme. Oui. Je ne sais pas si on peut parler de la formule que c'était supposé avoir. Au départ, ça supposait être une espèce de rallye dans le Haut-Richelieu où on mettait les animateurs à l'épreuve selon les thèmes. Par exemple, le thème militaire, on allait se taper un bootcamp, des affaires comme ça. Puis après ça, les impressions à la caméra, tout en mettant en vedette les lieux et le patrimoine du territoire. Puis éventuellement, ça c'était la première idée. Fait que déjà là, on était dans le jeu, on était dans l'expérience et tout. Là. Fait que je pense qu'on a conservé cet esprit-là. Puis il y a aussi, en fait, le but, ludique, un peu une petite touche humoristique et tout ça. C'est qu'on veut passer des messages historiques. Ces capsules-là servent aussi à faire du développement public. Ouais. Donc, développer une fierté citoyenne pour les spectateurs et tout ça. Puis, en fait, faire découvrir le tourisme culturel et patrimonial dans la région à une plus grande clientèle. Puis une clientèle aussi familiale, pas juste un grand range d'âge. Oui, parce qu'en même temps, depuis les quelques dernières semaines, puis avec la reprise de l'économie, on parle beaucoup évidemment d'achat local. Bon, ça va. Mais même au niveau du tourisme, parce qu'il y a quand même des gens qui vont avoir certaines périodes de vacances durant l'été, probablement qu'on n'ira pas très, très loin. Il y aura peut-être une réticence même à sortir au-delà des frontières de la région, mais en même temps, au-delà d'aller dans la piscine, dans l'arrière-cour et de se faire des barbecues, il peut quand même avoir moyen de se divertir autrement durant l'été, puis d'avoir des suggestions de lieux ou de thématiques. Là. Exact. Ou d'inciter les gens à discuter autour du barbecue de sujets patrimoniaux, peut-être. Mais c'est un peu ça, de reconnecter avec le local. Ouais. C'est un peu ça, l'idée de se reconnecter avec le local. Je parlais d'achat local tantôt, mais dans le concept, ça va plus loin que ça. Là. Oui, exact. Puis tu sais, moi, en retravaillant, en apprenant les textes et tout, comme là, je suis en train d'apprendre on va parler de la prohibition. Puis, un petit kiou, là, on va parler du fameux personnage Conrad Labelle. Puis, ça me ramène, puis c'est drôle parce qu'on a eu le commentaire, c'est ça, c'est une série web, fait que tous les commentaires sont sur le web, par exemple, sur Facebook, les gens réagissent. Puis, comme Françoise elle disait, c'est assez familial. On voit des gens d'un certain âge qui nous écrivent pour dire que ça les a intéressés eux directement. Puis après ça, on voit des plus jeunes qui ont des jeunes familles qui disent que c'est rendu au programme chaque semaine, leurs enfants vont faire partie de l'école à la maison d'écouter ces capsules-là. Puis moi, c'est ça que je me rends compte en apprenant les textes et en les disant, c'est que c'est une façon de voir notre histoire locale que peut-être que maintenant, dans les programmes scolaires, c'est plus au goût du jour, mais dans mon temps, on voyait le national, l'international et tout, mais très peu le local à ce point-là. Fait que je pense que oui, c'est une façon de
d'être local, de consommer local. Et donc là, si on a parlé, dans le fond, du premier train, Saint-Jean-la-Prairie, des commerces, de l'Acadie, quelles sont les autres thématiques que vous allez aborder là, dans les prochaines semaines? Bien, il y a les patriotes aussi, qu'on va parler énormément parce qu'on avait dans le territoire. On va parler de l'histoire militaire, évidemment, parce qu'on sait que notre région a une histoire militaire très intéressante. On a les loyalistes. On a l'époque de la Prohibition, L'histoire maritime, puis le patrimoine culinaire. Bon. À quel endroit on va pouvoir voir ces clips-là? Parce que moi, j'ai vu le premier via la page Facebook de Thomas, mais est-ce qu'ils seront diffusés sur d'autres plateformes? En fait, d'emblée, ils sont sur le Facebook de Tourisme au Richelieu. Ils ont créé un onglet justement pour c'est l'histoire ancienne. C'est sur le YouTube aussi de Tourisme au Richelieu et sur l'Instagram. OK. Donc, évidemment, les gens nous, peuvent... on le partage sur nos plateformes aussi. Exactement. Donc, les gens peuvent se rendre sur cette plateforme-là pour les voir. Et là, dans le fond, c'est quoi? On va en sortir une par semaine? Oui. Exact. OK. Donc, les 16 prochaines semaines seront assez bien remplies. Oui. Hein? Oh oui. Tout à fait. Ben, on va peut-être prendre un peu d'avance, là. On va essayer de voir si on peut Ben non, mais là, on s'en vient pas pire là, dans notre rythme. Début, on était serré, mais là, on commence à enregistrer des épisodes. Puis On appelle ça la polyvalence, hein? C'est ça? Oui. Oui, c'est ça. Ben, vous deux, félicitations, merci beaucoup, puis bien hâte de voir l'ensemble des capsules. Merci, Merci Eric. beaucoup. Merci. Reste avec nous. Au retour, le mot de la fin. Il y a quelques instants, on parlait de tourisme au Richelieu avec les fameuses capsules, c'est de l'histoire ancienne, mais il y a aussi le fameux hashtag « Reste chez vous » avec le répertoire des entreprises, le fameux guide de survie pour les commerces, mais aussi pour le divertissement. Donc, allez faire un tour sur tourismeaurichelieu.com. À demain. Bye-bye.